Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Depuis le 25 juillet dernier, les magistrats observent une grève illimitée. Cet arrêt de travail impacte négativement toute la chaîne pénale. Et la situation s'est envenimée avec la décision du gouvernement de retenir cela sur les salaires des magistrats à partir du mois de septembre. Nos invités sur ce plateau, Maître Malik Koulibaly, avocat, Mohamed Adaman Maïga du syndicat libre de la magistrature Silma, Souleymane Dey, professeur de droit public à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. Je suis Fatmata Togola. Le grand dialogue. Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Avant d'ouvrir les débats, je vous propose d'abord d'écouter l'avis des Maliens sur la grève des magistrats. La grève va pénaliser tout le monde, hein, parce que vu que pour les besoins de documents et autres, là, les gens ont du mal à les avoir. J'avais besoin d'un casier judiciaire, je ne l'ai pas reçu jusqu'à présent et cela est dû à leur grève. À l'ère où nous sommes, les magistrats méritent la sécurité parce que je pense que il y a un magistrat qui a été enlevé plus de 3 mois de cela. On n'a pas les nouvelles de ce magistrat-là. Sinon, l'État a les moyens, vraiment. Les politiques qui sont là-haut, est-ce qu'ils méritent leur salaire? Ils ne font rien. Mais ceux qui travaillent, les magistrats travaillent, chaque fois il y a des jugements. Les gens sont condamnés, les gens sont libérés, donc ils travaillent. Ce qu'ils demandent là, c'est le gouvernement même qui a accepté. Donc après ils font une fuite en avant comme quoi ils ne reconnaissent pas les durs de l'ancien ministre. Donc ça ne veut rien dire. C'est pas une bonne chose en fait. L'État a failli à son devoir. Il faudrait qu'on essaye de voir dans quelle mesure on pourra satisfaire les uns et les autres. Alors, vous venez d'entendre tout de suite l'avis de certains Maliens sur la grève des magistrats. Nous allons vers les débats avec vous, Monsieur Koulibaly. Quelle est votre analyse de toute cette situation? Monsieur Koulibaly, vous êtes avec nous? Oui. Je disais qu'on vient tout de suite d'entendre l'avis de certains Maliens sur la question. On aimerait savoir quelle est votre analyse concernant cette grève. C'est vraiment bonjour à vos auditeurs. Pour moi, cette grève, c'est véritablement un drame qui se vit en filigrane et qui doit être partagé, dénoncé et solutionné dans la mesure du possible, le plus rapidement que possible. D'accord, Monsieur Koulibaly. Et vous, Monsieur Dey? Oui, bonjour. Permettez-moi de saluer comme mon aîné vient de le faire. Nous vivons tous de façon très amère cette grève des magistrats qui ne satisfait ni le peuple malien, je suis convaincu, ni le gouvernement et ni même les magistrats eux-mêmes. Donc voilà, d'entrée de jeu, je dis que c'est une peine que nous vivons. Et il faudra, comme vient de le dire Maître Malik, stopper l'hémorragie au plus vite. D'accord. Et vous, Monsieur Maïga? Merci, Madame Togola. Tout d'abord, je m'adresse à vos auditeurs qui nous écoutent pour leur dire bonjour. Cette grève des magistrats, en réalité, a commencé, comme vous l'avez dit, il y a 2 mois. Et aujourd'hui, cette grève continue. Pour vous dire que 2 mois de grève n'est pas chose aisée, ni pour les magistrats que nous sommes, ni pour le gouvernement. Mais quand bien même, il faut comprendre que les magistrats ont été assez responsables, puisque c'est un droit qu'ils réclament, et lequel droit est prévu par la Constitution de la République du Mali. Et en l'espèce, je n'y vois pas de problème. Qu'un règlement, franchement, heureux pour toute la population du Mali, pour tout le peuple malien. Je vous remercie. Et quelles sont vos revendications? Nos revendications sont de 2 ordres. La première revendication porte sur la sécurisation des juridictions, mais aussi des personnels judiciaires. Cette revendication date d'assez loin, parce que c'est depuis 2014 que nous y planchons avec la partie gouvernementale. Et quand les négociations ont été sous la coupe du ministre partant, M. Mamadou Ismaël Konaté, nous y avons dit, franchement, arrêtons. Parce que ça n'est de trop. Les magistrats ne sont pas en sécurité.
Les magistrats, toutes les fois qu'ils rendent des décisions, font des ennemis, parce que même si l'autre partie ayant gagné son procès est contente, la partie ayant succombé, avec les armes en main, bien entendu, peut estimer qu'en bon droit, la chose n'a pas été bien tranchée. Donc c'est pour vous dire que c'est une question récurrente, une question sur laquelle les magistrats sont revenus à travers les différents syndicats, syndicats libres de la magistrature, syndicats autonomes de la magistrature, pour franchement exhorter la partie gouvernementale à prendre à bras le corps le problème de la sécurisation des magistrats, jusqu'à ce que le 17 novembre passé, 2017, nous avons eu la malchance d'apprendre, sur les médias d'abord, que notre collègue président du tribunal de grande instance de Nyono a fait l'objet d'un rapt, d'un enlèvement. Il s'appelle Sungalo Kone, tout le monde le sait aujourd'hui. De son enlèvement à aujourd'hui, le gouvernement semble inerte dans sa position parce qu'aucune information de sa recherche quelconque ne nous est parvenue. Et on nous fait croire qu'ils sont en train de remuer ciel et terre pour le ramener. Vous n'êtes pas sans savoir aussi qu'avant cet événement malheureux, des collègues ont fait l'objet d'assassinats, notamment à Djoïla. À Djoïla, paix à son âme, Oumar Ba a été assassiné par une secte constituée d'énergumènes qui ont pensé que la justice ne devrait pas être rendue dans cette localité. Ils s'en sont pris à lui, ils lui ont ôté la vie. Et pour vous dire qu'aujourd'hui, la question de la sécurité ou de la sécurisation du magistrat n'est pas une question nouvelle. Et là-dessus, nous tenons à ce que le gouvernement prenne ses responsabilités. Que le magistrat ne soit plus exposé dans l'exercice de sa fonction ou de sa profession à de tels travers. Parce que le magistrat est un agent de service public. Dans le dit service public, il doit être sécurisé et les droits auxquels il est astreint et les obligations, il les assume avec brio. Pour vous dire que la fonction de juger est une fonction assez périlleuse, une fonction avec laquelle il faut compter, l'État se doit de sécuriser le magistrat. Donc, ensemble, c'est ce que je voulais dire par rapport à ce premier point. À l'instar de ce premier point, le second point porte sur le rehaussement du niveau salarial des magistrats. Et à ce niveau, depuis 2014, la question revient sur la table des négociations avec le gouvernement. Nous avons connu beaucoup de ministres qui se sont succédés. Parmi eux, le ministre sortant, Mamadou Ismaël Konaté, quand il était arrivé aux affaires, a estimé qu'il était temps d'essayer de remettre les choses à l'heure. En quoi faisant? En réunissant toutes les parties dans un cadre de dialogue social apaisé pour qu'on puisse avoir de façon éclair, de façon succincte, une analyse appropriée de la situation salariale du magistrat. Bien entendu, à ce niveau, les prétentions des magistrats étaient assez élevées à leur goût, parce que nous planchions sur le plafond indiciaire de 3500, mais aussi le plancher 700. Ils ont estimé, à travers des expertises qu'ils avaient faites, sous la coupole de tous les partenaires techniques et financiers, mais aussi des différentes directions centrales de la justice, aussi avec l'aide et l'assistance du ministre en charge du travail avec tout son staff, mais aussi celui de l'économie et des finances avec tout son staff. Et donc, à travers la dite étude et analyse, le gouvernement du Mali a commis un expert, la personne de Mangal Traoré, qui est magistrat, qui a sillonné et parcouru toutes les régions avoisinantes du Mali et a fait un boulot extraordinaire. Un boulot de comparaison, un boulot d'analyse, c'est-à-dire de façon asymétrique, pour en arriver à un rapport qu'il a déposé. Et le dit rapport, figurez-vous, a fait l'objet d'un atelier national. Au cours de cet atelier était présent, bien entendu, le ministre Mamadou Ismaël Konaté, mais aussi le ministre du Travail et de la Fonction publique, Mme Diarra Raki Tala, mais aussi le ministre de l'Économie et des Finances, M. Boubou Sissé, et le rapport ayant été déposé sur cette palette d'analyse par les partenaires financiers et tout ce qui était là,
a fait l'objet d'un amendement. Et donc, c'est au cours du dit atelier qu'on a estimé qu'en bon droit, le magistrat malien pouvait être payé à un indice plafond de 2500 et à un indice plancher de 700. Et c'est le dit rapport qui a été signé par toutes les parties prenantes. Et par la suite, le gouvernement s'était engagé à faire en sorte qu'un projet de loi puisse être ficelé sur la base du dit rapport. Et bien entendu, nous avons appris dans les coulisses que Mamadou Ismaël Konaté, le ministre lui-même, a essayé moult fois de faire passer le dit projet de loi. Et après son départ, M. Maïga Hamidou aussi, qui était venu garder Sceaux, a essayé à maintes reprises de faire passer ce projet. Ce projet, d'après ce que nous avons appris, a buté à des analyses qui ne sont pas exactes, parce que c'est des analyses, à mon goût, qui sont partisanes. Mais selon vous, pourquoi ce projet peine à passer? Ce projet peine à passer parce que le ministère des Finances et de l'Économie que nous avons rencontré au cours de différentes séances de négociation estime qu'il n'est pas supportable budgétairement au Mali. Que le budget du Mali, aujourd'hui, ne peut pas supporter cela. Or, nous avons dit que ce n'est pas les magistrats qui se sont donnés de façon personnelle cette frange d'appréciation budgétaire. Quand le rapport était en analyse et en amendement, il y avait des experts étrangers, des grands économistes qui étaient là, mais aussi les économistes nationaux du Mali, qui, en temps réel de l'amendement, ont estimé que c'était supportable par le budget malien. Et donc, c'est sur ces deux points de revendication que les magistrats sont en train aujourd'hui de lutter. Et pour vous dire que, en réalité, le gouvernement malien a pris des engagements qu'il doit honorer. Par la suite, qu'est-ce qui a été rapporté dans la filigrane de discussion, mais aussi de difficultés? Il s'est avéré que, au sein du même gouvernement, on a estimé que ce rapport ne pouvait pas engager le gouvernement de la République du Mali. Je suis aujourd'hui dans votre studio en compagnie d'un expert en la matière, parce qu'il est éminent juriste de droit public. Nous avons été à l'école, on nous a enseigné quand même des préalables qui constituent des b.a.-ba. Je me dis, dans l'action gouvernementale en droit administratif, il y a le principe de la solidarité gouvernementale qui caractérise l'action du gouvernement. D'accord. Monsieur D va mieux nous expliquer cet aspect-là. Oui, en fait, je dis, ce bras de fer entre les magistrats et le gouvernement, je l'ai dit dès le départ, n'honore personne. Mais je pense qu'avant d'entrer dans le vif du sujet, il serait bon d'éclaircir la lanterne de nos auditeurs que le droit d'association et syndical sont deux libertés reconnues par la Constitution malienne dans ses articles 5 et article 20. Donc la liberté d'association dans l'article 5 et la liberté bien sûr syndicale dans l'article 20. La liberté syndicale est garantie. Les syndicats exercent leur liberté ou leur activité sans contrainte et sans limite autre que celle prévue par la loi. Donc les magistrats étant des fonctionnaires, vous comprendrez que c'est donc tout logiquement que tous les textes qui résistent actuellement à la fonction publique malienne disposent en ces termes identiques, je vais dire en des termes identiques, que les fonctionnaires peuvent créer librement des associations, librement des syndicats, y adhérer et y exercer des mandats. Donc, le droit syndical n'a de sens, cependant, que lorsqu'il s'accompagne de la liberté syndicale. Ce qui suppose, bien sûr, l'existence du pluralisme syndical. Vous avez M. Maïga qui est là, qui représente son syndicat, le syndicat autonome, le CILIMA. Vous avez également les syndicats autonomes. Voilà, cette pluralité est reconnue déjà par la loi. Comme il le dit, le syndicat est créé et on y adhère librement pour y défendre, bien sûr, un certain nombre de revendications. L'amélioration de ses conditions de vie, l'amélioration de ses conditions de travail. C'est d'ailleurs protégé par la loi. Cependant, tout comme cette liberté de revendiquer ses droits, la loi offre des armes aux syndicalistes
pour contraindre, bien sûr, à l'acceptation d'un certain nombre de ces doléances. Et c'est ce que nous appelons les droits de grève. Donc, tout comme le droit syndical, le droit de grève aussi a une base constitutionnelle. Vous regardez au niveau de l'article 21 de la Constitution, vous verrez que le droit de grève est garanti et qu'il s'exerce également dans les conditions prévues par la loi. Cependant, vous savez qu'il y a une difficulté à concilier ces droits de grève pendant longtemps. Il y a eu cette difficulté à concilier les droits de grève à ce qu'il a voulu nous faire comprendre la continuité du service public. Voyez-vous? Et c'est là où nous intervenons dans ce débat, personnellement, en tant que professeur chargé de droit de la fonction publique, que si la liberté syndicale est reconnue, si le droit de grève est reconnu, ces deux libertés s'inscrivent dans le respect de la loi. Autrement dit, que la liberté syndicale connaît un certain nombre de limites. Et nous pouvons les citer. Il y a l'action des syndicats qui ne peut avoir en principe un caractère politique. C'est une limite du droit syndical. La deuxième limite réside dans les exigences même, de la discipline. Il y a une troisième limite qui consiste à dire que le syndicalisme, en aucun moment, ne peut, ou du moins le syndicalisme, en aucun moment, ne peut se soustraire à l'obligation d'un principe, au respect de l'obligation du principe hiérarchique. Voyez-vous? Et une quatrième limite, c'est la liberté syndicale ne saurait mettre en péril l'intérêt du service. Et c'est sur ce seul point que moi, mon intervention va s'accentuer. C'est aujourd'hui que cette grève constitue un danger majeur. Nous avons le collègue et maître Malik avec nous. En termes de droit, d'atteinte aux droits de l'homme, en termes d'atteinte même à la sécurité publique aujourd'hui au Mali, et même en termes d'atteinte à l'état de droit tout court. Aujourd'hui, cette grève altère énormément l'état de droit au Mali. Et c'est à ce niveau qu'il faudra rapidement trouver un frein. En revenant maintenant aux choses dites par mon co-débatteur, oui, le dialogue social instruit aux partis d'aller à des négociations. Et ces négociations reposent encore une fois de plus sur un certain nombre de procédures. C'est qu'il n'y a pas de grève anarchique. Le droit de grève obéit à un certain nombre de règles également. C'est-à-dire, la grève est précédée d'un préavis indiquant le motif de la grève, indiquant sa durée, la date prévue pour son déclenchement, son étendue, sa durée approximative. C'est-à-dire, si la grève est illimitée, il faudrait que cela soit mentionné dans le préavis et qu'on respecte les 15 jours de délai entre le dépôt du préavis et le déclenchement de la grève. Et une fois que le préavis est déposé, ce préavis ne peut plus faire l'objet d'un quelconque changement. Et diriez-vous que tous ces aspects ont été respectés par les magistrats? Oui, je pense que ces aspects, au regard des instruments juridiques que nous avons, sont respectés. Cependant, il y a un gros problème qui se pose par rapport à cette fuite en avant que certains qualifient la position du gouvernement. En matière de dialogue social, vos engagements vous tiennent. Il se trouve simplement qu'ici, il y a un jeu de mots. Dans les procédures classiques, on part sur la base d'un protocole d'accord. Dans le présent cas avec les magistrats, je crois que c'est un jeu auquel on assiste depuis sous ATT. Et c'est un problème de rapport dont on parle. Le rapport, généralement, n'est pas considéré comme étant une conciliation entre deux parties en négociation. C'est le protocole d'accord. Maintenant, je ne sais pas trop, mon cher ami qui est là va nous éclairer, maître va nous le dire également. Est-ce un protocole d'accord qui a été signé ou ce rapport fait office de protocole d'accord? Dans tous les cas, il faut éviter de noyer les poissons dans l'eau. Lorsque les deux parties conviennent à un dénouement heureux, il faudra que les deux parties s'engagent à respecter chacune ses engagements. Ce n'est malheureusement pas le cas au Mali aujourd'hui. Et enfin, on reviendra dans le débat pour le dire qu'il n'y a pas de raison dans notre pays aujourd'hui que cette grève perdure. Il y a une crise de confiance qui vient de s'installer et elle est très profonde. À tel point que, depuis longtemps, nos précédents débats ici, on a dit qu'il appartient aujourd'hui au président de la République de saisir, de prendre, qu'on appelle ça en main, cette question en tant que premier magistrat. C'est ce qui s'est passé au Burkina, c'est ce qui s'est passé dans la plupart des États de la sous-région. Et maintenant, oui,
comme on l'a dit, nous sommes en droit syndical. Vous avez un État qui est troisième puissance économique de l'espace UEMOA. Vous avez un État qui, tous les jours, on nous fait sortir des classements qui arrivent premier dans tel ou tel domaine. On ne peut pas dire que le Mali n'est pas un État riche, mais toutefois, on les reconnaît qu'en matière de droit syndical, l'appel d'air dont craint le pouvoir en place n'est pas un argument pour peut-être refuser d'ouvrir des dialogues sérieux et d'aller au respect des engagements tenus. D'accord. De tous les niveaux. Okay. Maintenant, après, nous reviendrons sur la légalité. Oui, un certain nombre de points. Nous allons revenir, tout à fait. Alors, M. Koulibaly, M. D nous parle de crise de confiance et de danger majeur. Et vous, qu'en dites-vous? Allô? Oui, M. Koulibaly, vous êtes avec nous? Oui. Je disais que M. D nous parle de crise de confiance et de danger majeur. Et vous, qu'en dites-vous? Oui, la crise de confiance est indéniable, la matière. Pour avoir échangé avec les uns et les autres, nous avons senti cette crise de confiance. L'enjeu pour nous, c'est les droits des citoyens. C'est la marche de l'État qui sont aujourd'hui en cause. Vous savez, quand Churchill arrivait au pouvoir, il a demandé un audit de la nation, c'est-à-dire l'état des lieux de la nation. Et un conseiller s'est précipité pour lui dire, Monsieur le Premier ministre, il n'y a nul besoin de procéder à un audit de la nation. En Angleterre, tout est à terre à part la justice. Et Churchill de conclure, si la justice n'est pas à terre, alors l'Angleterre n'est pas à terre. C'est vous dire le rôle éminent de la justice dans la marche déjà de l'État, dans la jouissance des droits. Et l'enjeu de notre point de vue est énorme. Et comme le disent mes co-débatteurs, même si moi c'est à distance, vraiment il faut sortir au plus tôt, au plus vite de cette crise-là. D'accord. Oui, M. Maïga, vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir par rapport à un propos de M. D. En fait, il y a un amalgame sérieux qu'on fait dans ce pays qui est très grave. Pourquoi? Parce que le magistrat n'est pas un fonctionnaire, tel qu'il a dit. Le magistrat n'est pas un fonctionnaire. Cela nous a été instruit par le droit international du travail. Le magistrat sort de la fonction publique parce que le statut général de la fonction publique ne le gère pas. Il y a des corps qui sont spécifiés par le droit international public du travail qui ont ce qu'on appelle des statuts particuliers, mais aussi des statuts autonomes. Le magistrat est géré par un statut aujourd'hui que nous connaissons tous, le statut conformément à la loi 054. Et la grille salariale annexée au du statut fait l'objet d'une loi numéro 055. C'est pour vous dire que c'est un statut dérogatoire de celui de la fonction publique. Cet amalgame, je tenais à le relever pour que les Maliens comprennent. Parce que j'ai comme l'impression que beaucoup de corps ici se méconnaissent. Et cela, je ne pense pas que ce soit de l'ordre de la méconnaissance de la loi, mais je pense que c'est le fourre-tout dans lequel la fonction publique du Mali voudrait évoluer. Imaginez, dans le cadre des négociations que nous avons eues avec la partie gouvernementale, les magistrats ou les syndicats des magistrats se sont retrouvés très souvent en face des gens qui ne les connaissent pas. Ces gens sont des fonctionnaires. A priori, ils partent du postulat que le magistrat est un fonctionnaire. Nous leur avons dit, attention, nous voudrons bien vous enseigner la loi parce que c'est notre instrument de travail, mais pour autant, une fois qu'elle est promulguée, elle est censée être connue de tous. Le magistrat tient un statut dérogatoire de celui de la fonction publique. C'est pour vous dire que les différentes échéances dans lesquelles les syndicats des magistrats se sont retrouvés en négociation avec le gouvernement, moi, à mon sens, n'étaient pas des chemins idoines par lesquels les magistrats devront être reçus par l'État. Pourquoi? Parce que le dialogue social, bien entendu, il est ouvert sous la coupe du ministre en charge du travail. Quand ce ministre est saisi d'un préavis de grève, tout comme celui de la grève des magistrats. Mais à ce niveau, nous avons aujourd'hui des difficultés énormes à faire comprendre aux uns et aux autres que ce cadre n'est pas approprié. Mais selon vous, quel a été le chemin? Le chemin qui sied
Madame Togola, c'est le Conseil supérieur de la magistrature. Quand vous prenez l'article 45 de la Constitution de la République du Mali, vous allez voir, écrit noir sur blanc, que le président de la République est le chef suprême des armées, il est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Quand vous prenez l'article 82, vous comprendrez, in fine, que le président de la République est le premier président, comme il l'a dit, parce qu'il chapeaute, il préside le Conseil supérieur de la magistrature. Et cet organe est celui qui est en charge de la question de la carrière des magistrats par rapport aux mutations, mais c'est aussi un organe sur lequel l'indépendance de la magistrature se joue. Et qui dit indépendance de la magistrature dit forcément l'intervention du premier magistrat. Et à ce niveau, nous avons estimé à bon droit aller à ces séances de négociation avec le gouvernement parce que tout simplement, il fallait faire montre d'une certaine responsabilité. Il fallait mettre en avant, c'est-à-dire notre bonne foi, pour que le gouvernement comprenne que quel que soit le cadre qu'il érige, nous y prêtons le flanc pour que nous puissions sortir de cette crise. Pour revenir à la crise et ses effets, nous en sommes franchement conscients. La population ou le peuple du Mali aujourd'hui en souffre énormément. Le gouvernement de la République du Mali en souffre. Mais en premier lieu, ce sont les magistrats qui en souffrent. Nous l'avons dit, nous sommes des magistrats qui ne faisons pas de la politique. Nous ne savons pas ce que c'est que la politique. Elle nous est interdite. Nous sommes sur des doléances qui, à notre avis, sont légitimes parce que c'est des doléances qui, si elles sont satisfaites demain, pourraient relever le niveau de la magistrature du Mali. Mais après le niveau de la justice. Oui, mais après la décision du gouvernement, le syndicat autonome de la magistrature a formulé une demande, je cite, que l'État fasse toute la lumière autour de plusieurs milliards de francs CFA qui se seraient évaporés dans la nature. Selon vous, pourquoi avoir attendu que l'État décide de procéder à la retenue sur les salaires pour formuler cette demande? À ce propos, nous avons compris que l'État du Mali était dans une situation victimaire qu'il voulait faire comprendre à la population du Mali pour stigmatiser un peu le comportement des magistrats, pour ainsi dire que les magistrats, ils sont aujourd'hui à la quête d'une chose impossible parce qu'eux seuls se considèrent comme les fils du pays. Nous avons dit, en bon républicain, que nous ne sommes pas les seuls fils du pays, mais le magistrat, constitutionnellement, mais aussi au regard des lois organiques qui caractérisent son emploi, sa profession, a droit à des avantages, lesquels avantages méritent d'être aujourd'hui cherchés. Et donc c'est à propos que ce communiqué est intervenu pour aussi fustiger un peu, mais aussi secouer le cocotier de l'autre côté par une stratégie syndicale pour qu'on saisisse aussi que le gouvernement du Mali, tel qu'il essaie de faire comprendre à la population du Mali, n'est pas aussi blanc comme neige, on va dire. Donc c'est comme ça que ce communiqué est intervenu. Mais pour faire une digression, je disais par rapport à ce que Souleymane Dé a dit, la Constitution de la République du Mali, du 25 février 1992, en son article 21, consacre le droit à la grève. La Constitution, à travers cet article, dit « Cette grève doit s'exercer dans le cadre des lois et règlements à la matière. » Je pense que, jusqu'à preuve le contraire, les magistrats que nous sommes, à travers les différents syndicats, ont été assez observants de la chose de la loi. Nous l'avons observé à plus d'un titre. D'abord, la question de la retenue, conformément à la loi 87, nous avons dit, c'est normal. Quand on ne travaille pas, on n'a pas droit au salaire. Mais quand on va dans un débat, il y a matière à discussion. Parce que, quand vous prenez cette loi, là-dedans, vous comprendrez, en son article 15, que les prestations familiales ne doivent pas être comprises dans la retenue. Or, aujourd'hui, vous comprendrez aisément, à travers les déclarations retenues ci et là, ou les discussions faites ci et là, qu'aucun magistrat n'a eu
droit à un copec. Je me dis, à ce niveau, il y a un problème. Mais les magistrats, à travers les différents syndicats, à savoir le CELEMAN et le SAM, sont assez responsables. Nous avons dit, nous assumons notre grève, nous sommes dans la légitimité de notre quête, et aujourd'hui, on ne pourrait pas nous opposer à la loi, parce qu'en réalité, nous l'avons observée. Et l'observance de la loi a été faite à un premier niveau qu'il faille comprendre, c'est le service minimum. Ce service minimum, c'est celui qui est édicté dans l'article 15 de la loi de 1987, organisant la grève dans ces conditions. Allez-y voir dans les différentes juridictions. Tous les chefs de juridiction et de parquet sont dans leur bureau. Ils sont là pourquoi? Pour faire en sorte que la loi soit observée. Maintenant, ce qui est querellé, qui n'est pas compris et qui n'est pas admissible au regard de beaucoup de Maliens, c'est la non-délivrance des actes qui sont juridictionnels. Nous avons dit, le service minimum, quand vous le prenez au regard de cette loi de 1987, n'est pas aussi un cadre dans lequel nous pensons qu'il faille délivrer ces actes. Parce que c'est un fourre-tout. C'est une loi dans une insuffisance notoire qui ne dit pas le contenu réel de ce service minimum. Mais pour autant, les magistrats l'observent. C'est pour vous dire qu'en réalité, les magistrats sont aujourd'hui en phase avec la loi. On ne peut pas leur observer ou leur opposer le fait qu'ils n'ont pas pris la loi en compte. D'accord. Alors, Monsieur Maïga nous parle de stratégie syndicale concernant leur demande, la formulation de leur demande. Et diriez-vous que c'est une façon de faire chanter l'État? Alors, écoutez, moi je pense, comme je l'ai dit tantôt, je suis un professeur chargé des cours de droit de la fonction publique. Je pense qu'il ne faut pas revenir sur un certain nombre de points pour créer des polémiques stériles. Mon collègue, enfin, c'est un collègue à moi, le magistrat est un fonctionnaire. Au Mali, c'est un fonctionnaire. Et il y a toutes les preuves du monde qui attestent cette thèse que le magistrat au Mali est un fonctionnaire. Il est marche sur le budget de l'État. Le magistrat, son statut n'est pas détachable du statut des fonctionnaires du Mali, de la loi 053 du 16 décembre 2002. Mais cette histoire du magistrat est-il un fonctionnaire ou pas un fonctionnaire, on ne reviendra pas là-dessus parce qu'il y a énormément d'éléments qui sous-tendent cette thèse. Il est d'autant plus un fonctionnaire que les magistrats aujourd'hui, en tout cas si les magistrats estiment qu'ils ne sont pas des fonctionnaires, et ce sont les magistrats qui cultivent la confusion à ce niveau. Parce que vous savez que le texte de la magistrature est très clair. Si vous regardez la loi, je crois, 02054, sur la déontologie, il est écrit, c'est le titre 2, des incompatibilités, interdictions et dispositions diverses. Au niveau des incompatibilités, déjà, vous regardez au niveau de l'article 17, la loi elle est très précise. Elle dit que le magistrat ne peut accomplir aucune fonction publique ou privée. Voyez-vous, quand on dit aucune fonction publique ou privée, il se trouve aujourd'hui que lorsque, allez-y dans nos ministères, vous avez des magistrats qui sont nommés conseillers techniques, des magistrats sont nommés partout, dans des structures de l'État, dans les administrations publiques de l'État, alors que la loi les interdit cela. Les magistrats ayant accepté d'aller dans les administrations publiques, ça porte déjà un problème. Parce que, comme il a dit tout de suite, le code de déontologie le dit que des dérogations individuelles sont accordées, mais il ne faudra pas que cela altère l'indépendance du magistrat. Or, si un magistrat travaille dans un ministère, comment pouvez-vous me dire que ce magistrat peut être indépendant vis-à-vis de son ministère? Donc, ce sont des points, comme je l'ai dit, il va falloir sortir de là. Nous vivons une crise déjà extrêmement grave dont il faut sortir. Deuxième élément qu'il faut mettre en avant, la grève des magistrats, elle est d'autant plus insoutenable que lorsque M. Maïga dit que ce sont les magistrats qui en souffrent les premiers, je dis oui, mais il faut penser à tous ceux qui sont en détention préventive. Je ne parle pas de ceux qui sont en train de purger leur peine, mais en détention préventive. La détention préventive n'est pas la culpabilité, n'est pas une condamnation. Donc, je peux bel et bien être en détention préventive et en attente de mon procès. Ce sont des atteintes très graves aux droits fondamentaux de tous les Maliens. Pour les citoyens? Alors, oui, on n'en a pas. C'est-à-dire nous sommes pris en otage par rapport à des positions de radicalisation qui ne disent pas leur nom. La grève, à l'entendre, bien sûr, à M. Maïga, oui, tout est beau là-dedans.
Parce que c'est vrai, quand on part en grève, le salaire est adossé au service fait. Une fois que vous n'avez pas travaillé, vous n'avez pas droit au salaire. Bon, là, il n'y a pas de polémique en la matière. Qu'on procède à ce qu'on appelle la retenue, il n'y a pas de souci à ce niveau. Et l'élément nouveau, c'est, comme vous l'avez dit, les 3,5 milliards qui ont été soufflés. Nous sommes tous maliens, nous l'avons entendu. Lorsqu'il y a des détournements au sein de l'administration publique, ce sont ces magistrats que nous voyons. Sans justice, il n'y a pas d'État. Sans justice, il n'y a pas de paix. Sans justice, il n'y a même pas, bien sûr, de quiétude sociale. Parce que la grave crise que le Mali vit aujourd'hui, ce n'est pas une crise autre, c'est une crise de justice. Donc, à ce niveau, oui, nous regardons bien ces magistrats. On aurait bien aimé, c'est vrai que le magistrat ne s'auto-saisit pas, il faut relativiser. Les procureurs peuvent s'auto-saisir. Oui, il faut relativiser. Moi, je pense que c'était peut-être une maladresse, c'est mon avis personnel, que de sortir la disparition de 3,5 milliards dans un ministère. Pour moi, c'est une maladresse. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que moi, mon problème, c'est à ce niveau. On ne va pas passer notre temps à faire un tiraillement autour de qui a raison, qui a tort. Il faut que cette grève cesse, et cesse maintenant. Et par rapport à la sécurisation, parce que les deux points qui sont soulignés, la sécurisation des magistrats, avec des juridictions, je préfère ces noms-là. Oui, disons la vérité, les juridictions maliennes ne sont pas sécurisées. Moi, je viens de la commune urbaine de Kati. Vous partez au tribunal de Kati, il n'y a que 2 gardes. Et n'importe qui entre, n'importe qui sort, comme il veut. Alors, ce n'est pas compliqué, ce n'est pas de l'argent. C'est une question d'organisation, c'est une question de bonne volonté pour filtrer les entrées et les sorties déjà de ces tribunaux, au moins pour assurer la sécurité de ceux qui y travaillent à l'intérieur. Et enfin, par rapport à la grille, comme je l'ai dit, peut-être la peur, ce n'est pas à nous d'apprécier. L'appel d'air, oui. Si vous voulez aujourd'hui que ces pays fonctionnent, il faudrait que de part et d'autre, que les magistrats mettent un peu d'eau dans leur vin, que le gouvernement mette également un peu d'eau. Ce n'est pas le professeur qui parle, c'est le citoyen lambda qui parle maintenant. Donc je pense à ce moment, il ne sert à rien de radicaliser davantage les positions. Et enfin, je pense qu'il faut faire très attention parce que nous sommes arrivés à un seuil où on peut parler d'une atteinte grave à l'ordre public. Cette grève des magistrats, pour moi. Or, comme il l'a dit, la loi portant, qu'on appelle ça, réglementation de la grève, dans son dernier article, les dispositions finales, c'est clair. Si la grève porte gravement atteinte à l'ordre public, les personnes visées pourront être requises dans les conditions prévues par la loi. Autrement dit, l'État du Mali peut aujourd'hui réquisitionner les magistrats. Mais ça ne s'est jamais produit dans notre histoire. Et il ne faut pas aller jusqu'à ce point. Il faudra faire maintenant très attention pour ne pas radicaliser davantage. Sinon, la réquisition aussi, elle est permise pour au moins mettre un peu, bien sûr, de l'ordre dans tout ce qui se passe aujourd'hui dans la cité. Donc, je préfère ne pas dépasser ces caps, mais je le dis et je le maintiens. C'est une situation aujourd'hui intenable pour le Mali. Et pour ceux qui pensent que la justice, oui, c'est surtout ça, la très mauvaise image que le Malien a de la justice. Mais ça se cultive. Ça, ce n'est pas aussi la faute des magistrats, c'est la faute de tout le monde. Donc, il faudra sortir de cette situation. Oui. Monsieur Koulibaly, direz-vous aussi que c'est une atteinte grave à l'ordre public? D'abord, sur la question, vous me permettrez de revenir dessus. Est-ce que le magistrat est un fonctionnaire ou pas? Oui, allez-y. Voilà, je pense qu'on ne gagnerait pas aujourd'hui à opposer les magistrats aux fonctionnaires, encore moins les magistrats aux populations. De mon point de vue, si le magistrat est un fonctionnaire, alors il est un fonctionnaire particulier. Parce qu'en tout état de cause, il a un statut particulier de par la Constitution elle-même. On a vu que d'autres corps ont pu obtenir ce statut-là, même si, expressis verbis, cela n'a pas été édicté par la Constitution. Donc il faut éviter de s'éterniser sur ces débats. Le magistrat, nul ne peut le dénier aujourd'hui, est un agent de l'État, il travaille pour l'État. Et il y a des dispositions du statut général de la fonction publique qui sont applicables aux magistrats, nonobstant le statut particulier édicté par la loi de 2002. Voilà. Maintenant, sur est-ce qu'il y a atteinte à l'ordre public, j'ai dit oui. Hein, la grève impacte tout aujourd'hui au Mali. Nous, Institution nationale des droits de l'homme, nous avons fait le tour de certaines unités d'enquête. Nous avons vu que beaucoup de citoyens étaient détenus, je n'ose pas dire gardés à vue, parce que la garde à vue est strictement réglementée.
Quand on est à 1 mois, 2 mois de privation de liberté dans une cellule de garde à vue, c'est tout autre chose, ce n'est pas la garde à vue. Donc quand on a constaté que des citoyens étaient gardés 2 mois sans pouvoir prendre de bain, 2 mois dans une salle exiguë, une vingtaine dans une salle de moins de 12 mètres carrés, certains obligés de se tenir debout toute la nuit. Nous avons fait les plaidoyers, nous avons appelé l'attention de qui des droits sur cette situation. Et je pense qu'en toute responsabilité, le procureur général après la Cour d'appel de Bamako a saisi les autorités de la police pour voir dans quelle mesure on peut confier ceux qui peuvent l'être. Vous voyez que dans cette dynamique, certains ont été confiés à des parents, sont revenus 3 ou 4 jours après pour avoir été pris pour des faits beaucoup plus graves. Donc l'ordre public est atteint, les citoyens sont atteints dans leur liberté, dans leur dignité. Et comme le disait le professeur D tout à l'heure, la situation est intenable, le statu quo n'est pas du tout tenable. Il urge de la façon la plus absolue de sortir de cette crise qui n'arrange personne et qui affecte à la fois tout le monde. Et quelles sont à présent, selon vous, quelles sont les pistes de solutions susceptibles de mener à un dénouement heureux? De mon point de vue, la justice mérite qu'on fasse toutes sortes d'efforts pour la mettre dans les conditions de rendre une justice saine. Tout ce qu'on fera aujourd'hui ou demain pour les magistrats, ce n'est pas pour le confort du magistrat. M. Maïga ne me le démentira pas, M. D non plus. C'est pour qu'il puisse être à même de rendre des décisions saines. Moi, je salue le combat pour l'amélioration des conditions. Je suis contre la corruption au sein de la justice, même si l'absence de conditions idoines ne pourrait en aucun cas justifier la corruption. Mais je pense que pour aider les magistrats aujourd'hui qui veulent travailler dans le strict respect de la déontologie, il faut améliorer de façon considérable leurs conditions de vie et de travail. Il n'y a pas que les salaires. Nos juridictions n'ont pas de crédit de fonctionnement. Souvent, le crédit de fonctionnement du tribunal de grande instance de Kati n'a pas varié depuis 25 ans, depuis 30 ans. C'est le crédit de fonctionnement de la justice des paix d'alors qui aujourd'hui sert de crédit de fonctionnement du tribunal de grande instance. Ce n'est même plus sur papier, ce n'est plus un tribunal de première instance. Vous voyez le dysfonctionnement terrible. Vous voyez, dans beaucoup de prisons au Mali, on est obligé de conduire les détenus à pied. Les détenus sont conduits à pied au tribunal pour leur extraction. À Kenyeba, dans beaucoup de localités, les détenus sont conduits à pied, ils traversent la ville. C'est une atteinte grave au principe de présomption d'innocence. D'accord. Merci, M. Koulibaly. Et vous, M. D, en termes de solutions? Oui, je pense, comme je l'ai dit, c'est une situation intenable. Et il appartient aujourd'hui, à mon avis, pour contourner même la crise de confiance qui s'est établie entre les différentes parties à la négociation, que le président de la République lui-même s'implique pour que cette grève puisse prendre fin. Et je l'ai dit, d'autant plus qu'il y a quelques années, l'enseignement supérieur dont je fais partie est parti en grève de 4 mois sans salaire et le dénouement est venu de Koulouba. Donc aujourd'hui, le président ne doit pas dormir. Il doit tendre la main aux magistrats. Il est le premier magistrat de ce pays. Et il doit regarder la souffrance, non seulement des magistrats, parce qu'il a parlé de l'enlèvement du juge de Nyono, et je veux vous le dire, j'ai été à Nyono lors d'un atelier, mais je vous assure que les magistrats ont vu la peur au ventre. Et ce n'est pas normal. Lorsque vous avez un magistrat qui doit rendre la justice et qui a peur, vous ne pouvez pas prétendre à une bonne justice. Les magistrats doivent aujourd'hui, nous sommes tous d'accord avec Maître Malik quand il dit, ils doivent être dans des conditions idoines pour exercer leur travail et sans pression. D'accord. Alors, M. Maïga, un mot de la fin. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Je vous remercie infiniment. En fait, beaucoup de choses ont été dites, mais moi, je prends à mon compte la question de la souffrance du peuple malien aujourd'hui. Pour ainsi dire que ce n'est pas les magistrats qui en sont responsables. Les magistrats, ils ont été assez responsables dans cette grève. Imaginez depuis 2014 une situation qui est sur la table, qu'on devrait traiter avec assez d'égards. Cela a été fait par d'autres partenaires techniques que le Mali. Aujourd'hui, nous avons un accord qui est scellé entre le gouvernement et les magistrats. Je me dis, le gouvernement doit l'exécuter, c'est-à-dire en étant vraiment en phase avec la justice. La justice, aujourd'hui, si elle atteint un certain seuil de respectabilité, ce n'est pas pour le magistrat.
Maître Malik l'a dit, ce n'est pas pour le confort du magistrat, c'est pour la population malienne. Parce qu'en réalité, le travail du magistrat se fait sur la population. Et de façon directe, c'est la population qui ressent l'effet de ce travail-là. Donc c'est pour vous dire que, en réalité, nous souhaitons vivement un dénouement heureux. Comme M. Dey l'a dit, aujourd'hui, je me dis que tous les compartiments de l'administration ont ressenti aujourd'hui l'effet de cette grève. Et les magistrats ont été en face de beaucoup d'autorités au Mali. Aujourd'hui, la question revient au premier magistrat, en l'occurrence le président de la République, pour franchement opérer un arbitrage ultime. Un arbitrage ultime qui mettrait toutes les parties vraiment dans un apaisement sans précédent. Merci beaucoup, M. Mega. Malheureusement, le temps nous fait défaut. Et cela me fait à ce débat sur la grève des magistrats. Merci à nos invités, Maître Malik Coulibaly, avocat, Mohamed Adamou Meiga du syndicat libre de la magistrature Silma, Souleymane Dey, professeur de droit public à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. C'était une présentation de Fatmata Togola, la mise en onde de Mamadi Keita. La régie vidéo est assurée par Mamadou Ouattara. C'est une réalisation et une coordination de la rédaction en chef de Studio Tamani. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.